Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Au menu, un gros plan sur l'un des axes majeurs du discours adressé hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI au Parlement. Le plan de relance économique repose sur un fonds d'investissement stratégique baptisé Fonds Mohamed VI pour l'investissement, soutenir les secteurs productifs, créer des emplois et préserver les sources de revenus. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la femme marocaine. Nous braquerons à cette occasion nos projecteurs sur une organisation qui fait de ce combat son principal cheval de bataille. Et puis nous vous brosserons le portrait d'une brillantissime médecin biologiste, une belle et inspirante réussite au féminin. Ce 10 octobre coïncide également avec la journée mondiale de la santé mentale. Au Maroc, d'importants efforts ont été certes consentis pour une meilleure prise en charge des patients atteints de troubles psychiques, mais un long chemin reste encore à parcourir, surtout en cette période de crise sanitaire où le moral de beaucoup d'entre nous a pris un sacré coup. Nous suivrons un reportage grand format à l'hôpital psychiatrique Razi à Salé. À suivre également une escapade à la réserve biologique de Tirnes dans la province de Boulmen. L'opération de réintroduction d'espèces rares en voie de disparition y va bon train. Mâles et femelles mouflons de barbarie réinvestissent le territoire. Cela valorisera cette faune sauvage considérée comme vulnérable. Bonsoir, gros plan tout de suite sur l'un des axes majeurs du discours adressé hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI au Parlement à partir du Palais Royal de Rabat à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 5e année législative de la 10e législature. Il s'agit du plan de relance économique. Les développements tout de suite avec Mohamed Elchkar. Le plan de relance économique repose sur un fonds d'investissement stratégique baptisé Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Ce plan permettra de soutenir les secteurs productifs, en particulier le tissu des PME. Objectif, rehausser la capacité de ces secteurs à investir, à créer des emplois et à préserver les sources de revenus. Alors, comment garantir la réussite de ce plan ? Sur cette question, le discours royal est des plus explicites. Pour garantir la réussite de ce plan, nous avons porté l'accent sur la nécessité de mener à bien son opérationnalisation dans un cadre contractuel national, impliquant l'État ainsi que les partenaires économiques et sociaux et se fondant sur le principe de corrélation entre droits et obligations. Jusqu'à présent, le soutien apporté aux entreprises marocaines à l'aide du dispositif des prêts garantis par l'État a bénéficié à plus de 20 000 d'entre elles, avec un montant avoisinant les 26 milliards 100 millions de dirhams. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement devrait jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l'investissement et le relèvement des capacités de l'économie nationale. Ce fonds interviendra pour doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour financer et accompagner les grands projets envisagés dans le cadre de partenariats publics-privés. Et il sera doté d'importants moyens financiers. Nous avons également donné nos directives pour que ce fonds soit doté de 15 milliards de dirhams provenant du budget de l'État. L'allocation de ces crédits incitera les partenaires marocains et internationaux à accompagner les interventions du fonds et à contribuer aux projets d'investissement à venir. L'appui apporté au plan de relance permettra d'en amplifier l'impact économique, social et environnemental. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement s'appuiera dans ses interventions sur les fonds sectoriels spécialisés. Des domaines prioritaires sont déjà définis, en particulier la restructuration industrielle, l'innovation et les activités à fort potentiel, les PME, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme. Dossier du Sahara marocain. Dans un rapport soumis à l'Assemblée générale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réaffirme que la situation au Sahara marocain reste marquée par le calme. Encore une fois, il coupe court aux allégations fallacieuses des séparatistes sur la situation dans les provinces du sud du royaume. Le document couvre la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020. Il fait la synthèse des deux derniers rapports présentés au Conseil de sécurité par le secrétaire général sur la situation au
Sahara marocain. Les grandes lignes du rapport, tout de suite avec Mohamed Elchkar. Dans son rapport, qui couvre la période du 1er juillet 2019 au 31 août de cette année et qui fait la synthèse des 2 derniers rapports présentés au Conseil de sécurité sur la situation au Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU met en relief les investissements du Maroc dans ses provinces du Sud, citant notamment la construction d'un nouveau port à environ 70 km au nord de Dakhla. Un essor économique que connaît le Sahara marocain, qui est accompagné par le renforcement et la consécration juridique de la pleine souveraineté du royaume sur ses provinces du Sud, à travers l'adoption de 2 lois actualisant les limites des eaux territoriales du royaume et y incluant les côtes du Sahara marocain. Le document du secrétaire général de l'ONU mentionne également les inaugurations historiques des consulats généraux par 10 pays africains dans les villes de Laayoune et Dakhla. Évoquant ensuite le processus politique, le secrétaire général de l'ONU réaffirme les fondamentaux de la solution politique à ce différend régional, tel que préconisé par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007. M. Guterres met également en relief l'élan politique créé par le processus des tables rondes, lancé par l'ancien envoyé personnel Horst Köhler, avec la participation de toutes les parties prenantes à la question du Sahara marocain et qui constitue la seule voie pour la poursuite du processus politique exclusivement onusien. M. Guterres consacre tout un passage de son rapport au discours royal du 6 novembre 2019 à l'occasion du 44e anniversaire de la glorieuse marche verte, indiquant que Sa Majesté le roi Mohammed VI a souligné que le Maroc continuera à œuvrer avec sincérité et bonne foi conformément au processus politique exclusivement onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et consensuelle. Antonio Guterres, qui se félicite de la pleine et entière coopération du Maroc avec la MINURSO, et loue hautement la coopération du Maroc avec la MINURSO durant la période difficile de la pandémie du Covid-19. Grâce aux mesures adoptées par les autorités marocaines, aucun cas, souligne-t-il, n'a été rapporté par le personnel de la MINURSO. Concernant la situation des droits de l'homme, le secrétaire général épingle une fois encore les dirigeants du Polisario pour les violations graves et systématiques des droits de l'homme dans les camps de Tindouf en Algérie. Dans ce document, le chef de l'ONU alerte également l'Assemblée générale de manière ferme et déterminée sur les multiples violations du cessez-le-feu, des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité, violations commises par le Polisario. M. Guterres revient notamment sur les violations et provocations par le Polisario et ses reprises de justice dans la zone tampon de Guelgaret, en y maintenant la présence d'éléments armés et en procédant au blocage du passage entre le Maroc et la Mauritanie. À présent, l'incontournable bulletin quotidien de l'évolution du Covid sur le territoire national. 3443 nouveaux cas confirmés depuis hier 18h et le corona continue à emporter des vies. 42 décès malheureusement enregistrés en 24 heures avec un taux de létalité d'1,72%. Le total des cas actifs s'élève à 22 415 avec 445 patients dont l'état de santé est jugé sévère ou alors critique. Parmi eux, 41 sont placés sous respiration artificielle. Pour ce qui est du total des rémissions ces dernières 24 heures, eh bien, le bilan quotidien du ministère de tutelle fait état de 1832 guéris, soit un taux de guérison de 83,3%. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la femme marocaine, l'occasion de s'arrêter sur les avancées réalisées en matière de promotion de la condition de la gente féminine et focus ce soir sur une organisation qui fait de ce combat son principal cheval de bataille. Je vous parle de l'Union nationale des femmes du Maroc à travers son bureau régional de Beni Mekada à Tanger. Eh bien, il mène un véritable travail de terrain pour autonomiser les femmes marocaines, un combat sans relâche en faveur d'un leadership au féminin. Anissa Boumedi et Marie Messi pour le commentaire. Sous leur air réservé se cachent des femmes énergiques et dévouées. Elles sont plus de 1600 à rejoindre chaque année l'association régionale de l'Union nationale des femmes du Maroc à Tanger. Elles sont avides d'apprendre. Alphabétisation, couture, ces femmes et filles sont prêtes à tout pour améliorer leurs conditions de vie.
J'ai suivi des cours d'alphabétisation avant d'intégrer en 2016 la formation en coupe et couture moderne. Aujourd'hui, je suis productive et autonome. Je m'apprête à lancer mon propre projet. Enrôlées dans les 6 centres tangérois, ces femmes sont incitées à investir dans leurs propres capacités intellectuelles et financières. Formées puis insérées et sont outillées pour devenir de futurs entrepreneurs. Le bureau régional de l'Union nationale des femmes du Maroc, Beni Makada, il a été créé en 2001. Et depuis sa création, on a œuvré pour faire intégrer les femmes dans leur cadre social et économique. On essaye d'insérer, d'orienter les femmes, de développer leur instinct de travail. Elles font un peu plus de la moitié de la population. Sur les 18 millions de femmes marocaines, plus de 13 millions sont en âge d'activité, mais restent pour la plupart sans occupation professionnelle. Celles en dehors du marché du travail s'élèvent à 11 millions, une faible participation à l'activité économique qui ne fait que creuser l'écart avec son homologue masculin. Et la Journée nationale de la femme est aussi l'occasion de rendre hommage à nos concitoyennes qui brillent de mille feux, chacune dans son domaine de spécialisation. Et en cette période de crise sanitaire, les femmes professionnelles de la santé ont fait montre d'une haute compétence et d'un dévouement sans faille. Maha Soussi Abdellaoui en fait partie, médecin biologiste et directrice des laboratoires au CHU Ibn Rushd de Casablanca. La carrière de Madame Abdellaoui est une belle réussite au féminin. Sarah Katir nous la raconte. Lauréate de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Maha Soussi Abdellaoui voulait initialement devenir réanimateur. Mais après 2 années d'internat à Casablanca, elle a opéré un virage dans sa vie professionnelle en choisissant un autre domaine qui est la biologie. Aujourd'hui, elle est chef de service de microbiologie au CHU Ibn Rushd et professeure d'enseignement supérieur en parasitologie et mycologie à la faculté de médecine et de pharmacie à Casablanca. Je me suis rendu compte durant mes 2 ans d'internat que la biologie, c'est l'avenir de la médecine. Et donc j'ai été encouragée par mes enseignants. Et pendant cette pandémie du Covid-19, le quotidien de Maha Soussi Abdellaoui a complètement été bouleversé. Car ici, au laboratoire de microbiologie à Casablanca, la cadence du travail a nettement augmenté avec plus de 1500 PCR par jour. Je dis que c'est une expérience très enrichissante, aussi bien sur le plan professionnel, parce que on apprend tous les jours de ce virus, on continue à apprendre. Et c'est une expérience enrichissante, même sur le plan personnel. De son poste, Dr Maha Soussi Abdellaoui œuvre pour contenir la Covid-19. Elle travaille de façon efficiente afin de réduire le délai d'attente des résultats des analyses des tests PCR pour une meilleure prise en charge des patients. Et quel impact a eu la crise sanitaire du Covid sur les femmes actives au Maroc? Une enquête du Haut Commissariat au Plan répond à la question. Elle fait savoir que le nombre des femmes en situation de chômage s'est établi à 439 000 personnes, soit 29,7% du nombre total des personnes en situation de chômage au Maroc au 2e trimestre 2020, conclut le HCP. En cette journée mondiale de la santé mentale, nous retenons ce chiffre qui fait malheureusement froid dans le dos. Près d'1 milliard de personnes au monde souffrent d'un trouble mental et une personne se suicide toutes les 40 secondes à cause de cela. C'est dire à quel point il est urgent d'investir davantage dans ce secteur pour en finir avec les carences qui ont la peau dure. L'appel mondial de l'OMS est en ne peut plus clair. Le Maroc est tout aussi concerné, disons-le. Certes, d'importants efforts y ont été consentis, mais ces efforts restent en deçà des besoins grandissants. C'est un reportage grand format réalisé par Nisril Hamdaoui, Samir Barka et Youssef El-Meziani. Il nous dresse l'état des lieux en matière de santé mentale en cette période difficile liée au Covid-19. Regardons. S'il y a bien une période qui a entamé le moral de nombreux Marocains, c'est bien celle que nous traversons. Le Covid-19 a asséné un sacré coup à notre vie. La perte d'emploi, la peur de contracter le virus et le décès d'un être cher ont entraîné chez certaines personnes des troubles psychiques. Nous sommes à l'hôpital psychiatrique Razi, à Salé. La structure accueille en cette période de nombreux patients de plus en plus anxieux. Parmi eux, ces dames.
Nous l'appellerons Fatima, mariée et mère de 3 enfants. Son état de santé mentale a accéléré son hospitalisation. Pour elle, tout a commencé avec un événement douloureux. Mes troubles ont commencé suite au décès de mon père. Je sentais que ma vie était devenue chargée de problèmes. À un certain moment, je ne sentais plus avoir la force d'affronter tout cela. Maintenant, je me porte de mieux en mieux. Vous savez, ici, de nombreux malades disent qu'ils ont hâte de quitter l'hôpital. Moi, je n'y pense même pas, car c'est au sein de cet hôpital que je retrouve ma sérénité. Ce témoignage en dit long sur le besoin de la population de soins psychiatriques. Seulement voilà, le Maroc ne dispose que de 400 psychiatres pour plus de 30 millions d'habitants. Difficile donc de satisfaire une demande grandissante. Investir dans la santé mentale est plus que jamais une nécessité vitale. On a beaucoup focalisé sur les murs, sur les structures, mais en fait, ce qui fait les murs, c'est les hommes. Ce qui fournit la prise en charge, c'est les hommes. Les hommes et les femmes, bien sûr, c'est les hommes avec grand H. Donc le personnel de la santé mentale est un personnel qui manque cruellement dans le monde entier. Il faut investir dans les ressources humaines aujourd'hui. Alors, vous savez que pour former un psychologue, pour former un psychiatre, pour former un infirmier spécialisé en psychiatrie, il faut des années. Et malheureusement, si on n'investit pas dans les ressources humaines, on sera toujours en train de courir dans une pathologie qui, elle, au contraire, augmente. Pas forcément parce que la prévalence augmente, l'incidence augmente, les nouveaux cas augmentent, pas du tout, mais parce qu'on les diagnostique de plus en plus. Dans la foulée de cette crise sanitaire, le personnel de la santé en sous-effectif fait face à une grande pression. Mais il n'a d'autre choix que de tenir bon. En cette période de pandémie, on a vu qu'il y avait vraiment des difficultés d'accès aux soins. Vraiment, les pharmaciens nous ont aidés sur ce point parce qu'on a pu quand même faire des téléconsultations, parce qu'il y a des gens qui sont enclavés dans les montagnes ou autres. Donc, on a pu quand même faire des téléconsultations et rédiger des ordonnances. On prend la photo, on les envoie et les pharmaciens ont pu quand même délivrer les médicaments pour ces patients. Parce que vous imaginez, des patients qui sont chroniques, pour la plupart, des patients qui sont chroniques ou qui ont vu un trouble s'installer juste pendant la pandémie ou qui ont décompensé lors de la pandémie, ils ont besoin d'un traitement. Et si la discontinuité du traitement se surajoute à la crise et à son impact psychologique négatif sur la population, alors on est vraiment mal barré. Avant d'être un professionnel de santé, on est des êtres humains aussi. Donc nous aussi, on est dans un état d'anxiété, on a peur d'attraper le virus. Mais pourtant, on s'est sacrifié en tant que corps médical et infirmier. Et on reste à l'hôpital plus d'heures, on fait plus de gardes. Mais tout ça pour le bien de notre pays. Cette journée de 10 octobre, à mon avis, est la meilleure occasion pour pouvoir saluer et louer le travail de ces dizaines et centaines de personnels de la santé mentale à travers le pays, qui travaillent dans des situations extrêmement difficiles, dans des conditions pas forcément toujours idoines, mais qui font un travail monumental. Je parle des infirmiers en première ligne, je parle des psychologues, je parle des psychiatres, je parle des assistants sociaux, je parle des orthophonies, je parle des psychomotriciens, tous les gens qui travaillent dans ce domaine de la santé mentale. Il est révolu le temps où l'on considérait la santé mentale comme le parent pauvre de la médecine. L'heure est venue pour donner à la psychiatrie la place qu'elle mérite. Sport football, les Lions de l'Atlas se sont imposés hier face aux Lions de la Teranga au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Score final 3-1. Ce match amical s'inscrivait dans le cadre de la préparation de la sélection nationale pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Pour ce premier galop d'essai, le coach national a aligné un 11 qui combinait entre les piliers de l'équipe nationale, à l'instar de Yassine Bouno, Romain Saïs, Ashraf Hakimi, Sofiane Amrabat et Youssef Nsairi. Les revenants tels que Hamza Mendy et Aissam Chebak et puis les nouveaux visages. Après cette belle démonstration, donc, les Lions de l'Atlas vont croiser le fer mardi sur la même pelouse avec la sélection de la RDC. Ce sera pour un deuxième match amical.
Le nouveau service de proximité client de l'ONCF est désormais opérationnel, baptisé Khidmat Al-Qurb. Ce canal de vente permettra de faciliter l'achat du billet de train tout près de chez soi, c'est-à-dire chez les agences partenaires avec l'ONCF comme Sha'bi Cash et Teshilat. Ce service de proximité sera renforcé prochainement par d'autres réseaux de vente multiservices, à savoir Wafa Cash, Barid Cash, Cash Plus et bien d'autres services. L'objectif est aussi de limiter les déplacements des voyageurs désirant acheter leurs billets, surtout en cette période de pointe, dans un contexte sanitaire inédit marqué par la pandémie du coronavirus. Cap sur la réserve biologique de Tirnest à présent, située dans la province de Boulmen. Cet écrin naturel est d'une immense richesse en termes de ressources végétales et d'espèces animales également. Pour préserver cette richesse, justement, les autorités compétentes travaillent d'arrache-pied et se penchent actuellement sur la réintroduction d'espèces menacées de disparition. Le mouflon à manchette et la gazelle de Rix en font partie. C'est un reportage d'Ahmed Fadele sur un récit de Mariam El-Missi. À vive allure, ils sont orientés vers la découverte de leur nouvel habitat. 50 mouflons à manchette sont relâchés dans la réserve biologique de Tirnest, près de Boulmen. 250 hectares de collines rocheuses au cœur des massifs du Moyen Atlas. Un écosystème adapté aux conditions de vie de ces caprinés. La région de l'Oriental, le programme a pour objectif de réintroduire le mouflon à manchette dans le Moyen Atlas oriental. Cette opération rentre dans le cadre des plans de sauvegarde des espèces menacées d'extinction qui constitue un des piliers de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. En petits troupeaux, mâles et femelles mouflons de Barbarie repeuplent ce territoire. Une micropopulation qui devra contribuer à la valorisation de cette faune sauvage, classée comme vulnérable. Cette réserve biologique a été initialement créée en 1999 pour la réintroduction de la gazelle d'Oryx. Aujourd'hui, elle abritera une nouvelle espèce, le mouflon à manchette. 50 individus y font désormais leur habitat. Ils étaient autrefois répandus dans la province de Boulmen. La nouvelle opération de réintroduction de l'espèce permettra un repeuplement de ces collines. Avec un pic de reproduction enregistré entre septembre et novembre, l'espoir de revoir bientôt des troupeaux de ce mammifère herbivore renaît. Au crépuscule, ils sont de sortie. Il est temps pour nous de nous éclipser. Et il est temps pour moi de m'en aller aussi, puisque c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.